Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismart. On est de retour. Alors, on est de retour avec le héros national là, de la semaine dernière. Nous, on vient un petit peu après, que de comète. Hein. Donnez-nous encore un peu de temps pour ça va être en avance sur l'actualité. Ça vient doucement. Mais ça a un mérite, c'est que ça permet de regarder tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Donc, si vous êtes dans le secteur, forcément, vous avez entendu parler de la levée de fonds de Miracle. Les 300 millions d'euros de Miracle, un message d'Emmanuel Macron, sans doute bientôt la Légion d'honneur. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, on va parler évidemment de Miracle très très largement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même, il y a un petit fétichisme autour de la levée de fonds. Et puis, à ce niveau-là, c'est quand même très très intéressant, je peux vous le dire comme ça d'un mot, parce que là on sera dans les temps, mais on va en avoir une autre en fin de semaine, aussi très impressionnante. Donc il y a peut-être aussi là quelque chose dans notre écosystème qui est en train d'évoluer. Ensuite, alors pour le coup, une grosse base, mais ça aussi c'est le cœur, c'est la suite en fait de ce que propose Miracle. Après Miracle, vous avez DHL Express. Voilà, vous avez la logistique. On est aujourd'hui sur le commerce tel qu'il se pratique. Là, c'est aussi un gros investissement qui a été fait autour de Charles de Gaulle. C'est toujours ce grand avantage comparatif qui nous protège et qui nous permet parfois de nous endormir. Qu'on le veuille ou non, nous sommes un gros marché de consommation et nous sommes au centre de l'Europe. Ensuite, un tout petit peu d'innovation autour du vin et puis on terminera avec un avocat. Alors là, pour le coup, autre ambiance, mais un avocat qui est spécialiste des restructurations. On est dans quel climat en ce moment? Quelles sont les erreurs à faire, à ne pas faire pour essayer de limiter les dégâts dans cette période très particulière qui va commencer à saisir un certain nombre d'entre nous, un certain nombre d'entre vous. Voilà le sommaire, c'est Bismart l'émission. On démarre donc avec Philippe Corot, le président de Miracle. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi que vous soyez là, ravi de vous rencontrer. Quand je disais tout à l'heure, donc levée de fonds à 300 millions d'euros, c'est ça 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Ce qui est intéressant d'ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des investisseurs américains ou en tout cas internationaux qui sont venus investir dans le truc. Mais qui étaient déjà là avant, en ce qui vous concerne? Alors, une partie des investisseurs historiques que nous avons ont participé à la levée de fonds, mais la grande partie des fonds ont été investis par un nouveau fonds qui s'appelle Permira. Énorme fonds, Permira. Voilà. Un message d'Emmanuel Macron, dites-donc. Une forme de légion d'honneur digitale numérique. Non, mais juste un mot là-dessus quand même, Philippe. Il s'est passé quelque chose autour de cette levée de fonds. Je ne sais pas, ça a rassuré tout le monde. En même temps, on vous découvrait parce que vous êtes dans le back-office du e-commerce et en ce moment, c'est ce qui est en train d'exploser. Vous n'avez pas eu le temps de vous poser la question sur la façon dont ça a été reçu, cette annonce? Non, après, c'est vrai qu'il y a plusieurs critères. D'abord, c'est vrai que c'est une levée de fonds record, pour une valorisation record, pour une entreprise de la French Tech française. Donc c'est déjà un premier point. Ensuite, ces fonds vont essentiellement nous servir à recruter, dont une grande partie en France. Donc c'est aussi des bonnes nouvelles. Ouais, c'est ça. Miracle est un produit logiciel made in France et qui est leader mondial aujourd'hui. Donc c'est pas mal de bonnes nouvelles pour l'écosystème français et pour la France. C'est vrai que si vous allez le voir, le tweet d'Emmanuel Macron, il insistait sur les emplois. 4000 emplois, je crois, il citait, c'est ça? 400, mais 4000 bientôt, j'espère. 4000, pardon. On va commencer par 400. On va commencer par 400. Ouais. C'est vrai, je le dis juste d'un mot, mais enfin, mais c'est l'une des grandes angoisses, parfois, de l'ensemble de ceux qui parlent de la French Tech, regardent la Startup Nation. C'est oui, mais cette Startup Nation, est-ce qu'elle est vraiment créatrice d'emplois? Bon, voilà, il voulait insister là-dessus. En même temps, ce sont des profils qui sont des profils très particuliers, toujours les mêmes aujourd'hui. Oui, alors, ce n'est pas des profils très particuliers. Ce sont des profils qui sont de plus en plus présents sur le marché du travail. On parle de développeurs, on parle d'ingénieurs. Mais il faut bien voir qu'autour des modèles de plateformes tels que Miracle permet de les mettre en œuvre, c'est aussi beaucoup d'emplois qui sont créés. C'est beaucoup de commerce et d'e-commerçants à qui l'on permet de venir vendre en ligne, de vendre plus en ligne. Donc c'est beaucoup d'emplois directement créés par Miracle, mais c'est encore plus d'emplois créés indirectement par les marchés que nous adressons. Ultra challengé par
les politiques, qui ne sont pas à une contradiction près, mais de la même façon que on se félicite de 400 emplois créés par Miracle, de la même façon on dit moratoire sur les entrepôts, il y a trop de colis qui circulent, sus à Amazon, etc., etc. On est quand même en pleine contradiction. Alors, il y a des paradoxes. Après, nous, les outils qu'on met à la disposition de nos clients sont des outils qui leur permettent de développer, le même business model qu'Amazon, qui a fait la force d'Amazon. Ouais. Donc c'est là aussi où c'est un plus indéniable pour les entreprises, et notamment les entreprises françaises. C'est pas un positionnement marketing, ça, de votre part, Philippe, non. De dire une arme anti-Amazon, effectivement. Non, c'est pas un positionnement marketing. C'est une manière d'évangéliser, c'est une manière d'éclairer pas mal de nos prospects aujourd'hui, ou de nos futurs prospects qui sont aujourd'hui dans le noir, qui ne comprennent pas d'où vient la concurrence, qui ne comprennent pas le business model de leur concurrence, et qui ne comprennent pas en quoi ce business model est une force et un avantage extrêmement puissant de la part de leurs compétiteurs, et notamment de la part d'Amazon, mais pas uniquement. On parle d'Amazon, on peut parler d'Alibaba, on peut parler de Rakuten, on peut parler de plein d'autres entreprises qui ont... Rakuten, ils tiennent le même discours que vous, hein. Et on n'est pas les seuls. Pour le coup, il est venu ici, le patron de Rakuten en France, très intéressant. Il est très intéressant. Et au service des Français, il a raison. Et au service des commerçants français. Et il a raison. Apportant des formations, apportant tout ça. C'est vrai. Et c'est ce que nos clients aussi peuvent faire quand ils développent une plateforme ou une marketplace, et grâce à notre technologie. Mais tout à fait, c'est une réalité. Alors, ça veut dire, je suis pas le seul à le dire. Ça veut dire, que Amazon n'utilise pas la technologie Miracle ? Non, mais Amazon n'utilise pas la technologie Miracle. Ils ont leur propre technologie propriétaire. Ils ont développé une technologie il y a bien longtemps déjà, et Amazon s'appuie sur leur propre technologie développée avant que Miracle existe. On ne peut pas leur en vouloir. Ouais, c'est ça. Et donc, vous êtes en face, en fait. Et donc, alors, allons-y sur le modèle. L'idée, c'est, vous avez des grosses marques commerciales. Je crois que vous avez, vous avez démarré, en fait, au cœur de la Fnac. C'est ça oui, historiquement, voilà, on a un lien historique avec la Fnac. On a une grosse marque commerciale, et cette grosse marque commerciale, en fait, elle va servir d'aspirateur à énormément de marchands qui vont pouvoir vendre avec l'ombrelle de cette marque commerciale, mais avec votre technologie. Oui, alors en fait, notre technologie permet à ces marques d'élargir leur offre et d'apporter à leurs clients ce qu'ils cherchent avec un bon prix et une excellente qualité de service. Élargir leur offre. Élargir leur offre, c'est-à-dire en s'associant avec des vendeurs partenaires, ils vont pouvoir proposer plus de produits dans leur catégorie de produits, ou alors dans des catégories de produits connexes, de manière à pour pouvoir mieux servir le client. Parce qu'au final, ce qui fait aussi la force de ces modèles de plateforme, c'est qu'on remet le client au cœur du modèle en lui apportant vraiment ce qu'il cherche. Aujourd'hui, les clients sont très informés, savent exactement ce qu'ils veulent, donc la nature de l'expertise du client a changé, donc la nature de l'offre qu'on doit lui apporter doit être plus précise. Et cette précision pour un retailer ou pour un distributeur, elle est complexe, parce que ça demande, s'il doit tout faire lui-même, beaucoup de stock, beaucoup de logistique. Alors qu'avec une marketplace, grâce à Miracle, ils peuvent tout de suite avoir une offre beaucoup plus large, mieux servir leurs clients, lui proposer ce qu'ils cherchent, parce qu'ils peuvent apporter une partie et apporter le complément ensuite grâce à la marketplace, et ensuite créer un cercle virtuel. Qu'est-ce que vous apportez ? Est-ce qu'on peut expliquer ? Parce que, en fait, nulle part j'ai vu expliquer de manière simple ce que vous apportiez dans la construction de cette marketplace, Philippe. Parce que ce n'est pas simple, mais je vais quand même. Ce n'est pas simple. C'est de la technologie. Nous, on apporte le back-office logiciel qui permet à nos clients de développer cette activité. Donc, quand vous allez vos clients qui sont les grosses marques Galeries Lafayette, voilà, exactement. Vos clients ne sont pas les e-marchands qui vont venir se greffer sur cette marketplace. Non, les e-marchands, eux, vont utiliser la technologie pour se greffer sur la marketplace. Mais ce ne sont pas nos clients directs, ce sont quelque part les clients de nos clients. Une fois que Darty, par exemple, si on prend cet exemple-là, ou Galeries Lafayette, vont brancher Miracle sur leur front e-commerce, ça va leur permettre de donner aux vendeurs qui vont vouloir vendre sur leur site un portail sur lequel ils vont pouvoir référencer leurs produits, gérer leur stock, gérer les commandes, gérer la qualité de service aussi qu'ils vont donner à leurs clients, etc. etc. Et c'est tout. Ça, vous prenez l'ensemble de cela en charge. Exactement. L'ensemble est pris en charge. Alors, il se trouve que, grâce à Bismart, un jeune entrepreneur audacieux m'a écrit en me disant moi, je travaille dans l'environnement Amazon. Il s'appelle Raphaël Guetsch-Pignol. Je ne sais pas si vous connaissez Silk. Je travaille dans l'univers Amazon. Et moi, mon boulot, c'est d'aider justement ces e-marchands qui sont installés dans l'univers Amazon et sur la marketplace Amazon à rester finalement au contact de leurs clients, parce que les référentiels algorithmiques changent en permanence en fonction de la météo, de la demande, des stocks, de ce que Amazon a.
Vous gérez ça aussi? Oui, on gère ça aussi. Effectivement, nous, on gère ça aussi. Après, il faut bien voir que ce n'est pas une formule magique et complexe. L'algorithme est basé, en tout cas dans le cas de l'algorithme de Miracle, c'est basé sur de la qualité de service. C'est en gros basé sur, c'est pas par opportunisme ou quel marchand, c'est le marchand qui est capable d'amener le produit au meilleur prix avec la meilleure qualité de service. Et j'insiste là-dessus parce que c'est un enjeu essentiel. C'est celui-là qui va être privilégié par Miracle quand je vais taper le produit qu'il vend dans la barre de recherche. Exactement, ça fait partie des règles que l'opérateur, notre client, peut définir. Et effectivement, ça fait partie des critères qu'ils vont pouvoir mettre en avant. Ce monde aujourd'hui que vous commencez à créer et vous participez à créer, c'est un monde qui inquiète, par exemple, j'ai cru comprendre, beaucoup Google. C'est-à-dire que avec ce développement de marketplace, on peut finalement rester dans les univers que vous êtes en train de créer, y trouver énormément d'objets et énormément d'informations. Effectivement, Google, ils ont raison de s'inquiéter puisque pour la recherche de produits, aujourd'hui, vous êtes parfois mieux servi sur une marketplace qu'en utilisant Google. Il y a moins de conflits d'intérêts, on va dire. Et le client reste le maître pour le coup. Voilà, il semble que la Commission européenne s'inquiète, en tout cas depuis un bon moment d'ailleurs, d'une masse de conflits d'intérêts quand on va effectivement sur Google Shop. Donc, derrière, on recrute donc 400 personnes. Oui. C'est quoi? C'est des vendeurs pour essayer de, derrière, développer sa part de marché, justement, ou ce sont des développeurs pour essayer d'accélérer la technologie? Alors, il y a plusieurs choses. Alors déjà, notre plan de recrutement, il est dans le monde de 1000 personnes. Aujourd'hui, Miracle, c'est une entreprise mondiale. On a des bureaux dans 8 pays. Et donc, c'est 1000 personnes qu'on va recruter dans le monde, dont 400 en France. Donc, en France, ça va être essentiellement pour une bonne partie des ingénieurs, donc des développeurs, qui vont pouvoir enrichir fonctionnellement notre plateforme et nous permettre d'adresser des nouveaux marchés, donc très clairement. Ensuite, c'est aussi des équipes, des experts du métier de la plateforme qui vont pouvoir accompagner nos clients dans la mise en œuvre de leur plateforme. Parce que Miracle, on apporte une technologie donc, qui s'appelle Miracle Marketplace Platform et aussi une expertise qui est l'expertise de nos équipes que nous allons aussi apporter à nos clients. Et nous apportons aussi un écosystème. Et c'est le troisième point important avec Miracle, c'est que avec Miracle, vous disposez l'ensemble d'un écosystème de partenaires, de vendeurs qui sont déjà utilisateurs de la plateforme et qui vont pouvoir venir enrichir l'offre globale d'un de nos clients qui va lancer sa marketplace ou sa plateforme. On est au bord de... il se trouve, tiens, par exemple, que leur France Num, qui, au cœur de Bercy, s'occupe de la digitalisation des TPE-PME, va faire, ça va être, je crois, vendredi matin, une matinée auprès de gars qui s'appellent, on en pense ce qu'on veut, mais en même temps, ils bougent, des activateurs. C'est-à-dire, c'est des gars qui ensuite iront prêcher la bonne parole digitale et numérique auprès de l'ensemble, notamment de ces petits commerçants. Ouais. Et l'un de leurs messages, c'est de dire digitaliser, c'est pas faire la même chose en digital. C'est finalement Exactement. C'est une transformation profonde. C'est une transformation profonde. C'est toute la chaîne de valeur qui est transformée, mais tout le monde a sa place dans cette chaîne de valeur. En revanche, il faut accepter de se transformer. Il faut accepter, et ce qui est très difficile pour une entreprise, mais il faut accepter d'adopter ce nouveau business model. Vous savez, souvent on parle de transformation digitale, et quand vous discutez avec des entreprises, on dit oui, nous on fait de la transformation digitale, on va mettre en place un site internet. Mais c'est pas ça la transformation digitale. Transformation digitale, c'est comment est-ce que les nouvelles technologies vont impacter le cœur du réacteur, c'est-à-dire mon business model. Comment est-ce que je vais exploiter les nouvelles technologies pour transformer mon business model. Et notamment en mettant en place une plateforme ou alors en s'associant avec des plateformes, en allant vendre sur des plateformes ou des marketplaces. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Il n'y a pas d'alternative. C'est soit ça, soit la fin. Aujourd'hui, non mais il faut être clair. Mais oui, faut être clair. Tous ceux, vous savez, moi, comme vous, ça fait longtemps. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le digital. Donc j'ai tout entendu. L'e-commerce, ça ne marchera jamais. Les gens ont besoin des magasins, etc., etc. Bien sûr que les gens ont besoin des magasins, mais les magasins ont aussi besoin du digital. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il faut adopter, il ne faut pas avoir peur de la transformation, il ne faut pas avoir peur du changement, il faut l'adopter, il faut en faire une force. Parce que c'est une force. Ça nous permet d'avoir de nouveaux clients, ça nous permet d'avoir de la croissance, ça nous permet de retrouver tout ce qui peut disparaître ou tout ce qui peut disparaître dans l'ancien modèle. Donc il faut y aller, il n'y a pas de débat, il faut y aller. Vous avez un projet politique ? Je vous le dis, vous avez un projet politique. Mais vous-même, vous avez un projet politique. Offrir le business model de plateforme pour armer les industries contre les géants du digital. C'est un projet industriel.
Ouais, mais j'ose le dire comme ça, c'est un projet démocratique. Ça, c'est sûr que tout ce qui va favoriser la croissance, l'essor, est positif pour la démocratie, ça c'est sûr. Et ça, comme vous dites, ça amène cette croissance à tout le monde. Donc ça permet... C'est ça. Exactement, tout à fait. Ça aide à recruter ce discours-là, justement. C'est-à-dire, les gars chez Miracle, ils participent à une aventure de croissance sans doute unique en France, ok. Mais il y a aussi une espèce de conscience qu'on bâtit un monde un tout petit peu plus juste, enfin qu'on va essayer de bâtir un monde. Nous sommes des passionnés. Nous sommes des passionnés de technologie, on est des passionnés de business. Nous sommes toute l'entreprise est une entreprise de passionnés. Donc bien sûr que le fait de savoir qu'on œuvre dans le bon sens, c'est évidemment positif. Vous savez, au début, je me souviens de le manifesto de Google au tout début, c'était Don't be evil, je crois. Absolument. Si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Nous, on n'a même pas besoin de se positionner contre ça. Nous, naturellement, on vient créer de la croissance, du business chez nos clients, chez les clients de nos clients, et on apporte de la qualité au client final. Donc, si vous voulez, tout est positif. Donc nous, on est très contents et effectivement, on est passionnés par ce qu'on fait. Ça va être idiot ce que je vais vous dire, mais ça me fait furieusement penser aux radios libres. À une émergence comme ça, à un moment, un monopole qui saute, à une émergence. Et ce qui s'est passé assez vite, c'est que beaucoup de ces petites radios libres se sont groupées pour faire des groupements d'indépendants, pour s'adresser à de gros clients à travers des régies unifiées. On pourrait avoir un jour un groupement de commerçants indépendants qui disposent de la technologie Miracle et qui montent eux-mêmes leur propre plateforme? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. En plus, c'est facile à mettre en œuvre, mais évidemment, et nous, on sera ravis de le faire. Et on essaie aussi, nous, on est en train on le favorise, on essaie de le favoriser. On est en train de créer une plateforme qui s'appelle Miracle Connect, qui correspond à peu près à ce que vous venez de dire. C'est de faire en sorte que sur Miracle Connect, l'ensemble des commerçants, des marchands, des vendeurs marketplace ou de ceux qui veulent devenir vendeurs marketplace puissent se connecter. Et une fois qu'ils sont connectés à Miracle Connect, ils vont pouvoir avoir accès, donc soit directement, soit à travers des partenaires, à l'ensemble des opérateurs qui utilisent Miracle. En France et dans le monde, parce que l'enjeu, il est européen, il est mondial. Y compris en Asie? Y compris en Asie. Le marché n'est pas verrouillé, fermé. Alors, quand on parle d'Asie, entre la Chine, le Japon, Singapour... C'est-à-dire c'est l'Asie sans la Chine, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. C'est l'Asie sans la Chine, c'est exactement ça. Philippe, j'étais ravi. Moi aussi. Philippe Corot est le président de Miracle. C'était notre premier invité sur Bismart. Et finalement, on va continuer quelque part la discussion. Philippe Prélat, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le PDG de DHL Express France. En termes de gouvernance, c'est un PDG. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire que c'est quoi? C'est une entité propre? Alors tout à fait, en fait, l'entité DHL Express France est une entité propre. Mon terme officiel est plutôt président que président-directeur général. Ouais. D'accord. Mais voilà, nous sommes une filiale de la maison mère qui est en Allemagne. Ouais, Deutsche Post, DHL c'est Deutsche Post. Exactement. Et donc à ce titre-là, maintenant depuis 3 ans, je suis... Mais avec une forte autonomie alors? Oui et non, ça dépend des sujets, parce qu'en fait nous sommes dans un business mondial, bien évidemment, puisqu'on transporte des colis. Donc je rappelle le chiffre d'affaires global du monde, c'est quand même assez considérable, puisqu'en fait Deutsche Post dans totalité c'est plus de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et la division Express c'est 17 milliards. 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros d'EBIT, donc une boîte qui est quand même assez rentable, donc qui dégage suffisamment de cash pour faire quelques investissements intéressants. J'aurais cru que c'était plus important encore dans... Et il dit, t'es gentil, vas-y, viens les faire, les 17 milliards. Non, j'aurais cru que c'était plus... Parce que le sujet, quand même, c'est à quoi sert le courrier. Tiens, on en parlera demain, d'ailleurs. Et je pensais qu'en fait, DHL avait une place plus importante dans l'univers. Alors, qu'on soit bien clair, là, je parle de la division Express. Ah oui, la division Express. D'accord, division Express, donc c'est effectivement... Comme son nom l'indique, l'Express. Express, donc 38% de part de marché dans le monde, donc ce qui est quand même considérable, avec en Asie 49%, en Europe 45%, et puis on a modestement en fait 260 avions qui circulent dans le monde, donc un bon petit business. Et une bascule de dingue. Alors ça, c'est le chiffre qui résume tout sur nos modèles économiques. Je parle sous votre contrôle, Philippe. En 2010, les particuliers, c'est 2%. De nos importations, exactement. Et en 2020, c'est 50%. Voilà, alors ça veut dire quoi de vos importations, de ce que vous transportez? Voilà, donc en fait, on a 2 métiers. Donc notre métier, en fait, c'est nous collectons et nous livrons des colis et des documents à travers le monde. Ouais. On fait de l'importation de colis, donc une filiale, par exemple, de HSBC, en fait, à Hong Kong, qui va expédier un produit. Donc on le reçoit
ici en France et on le distribue à la filiale en France. Et puis ensuite, on a d'autres entreprises, Total, qui veut envoyer en fait un colis en Afrique et nous le prenons. Donc 2 types de métiers. Et donc dans nos importations, donc les colis que nous recevons le matin dans le monde, en 2010, le poids du e-commerce était 2%. 2%. Et aujourd'hui, c'est 50%. Alors, avant le confinement, parce que c'est intéressant, avant le confinement, donc on était à 38%. 38%, donc, et l'année d'avant, 34, et l'année d'avant, 30. Donc et on est passé de 38 à 50 en 2 mois ? Voilà, on est passé, et je peux même dire en fait qu'au mois d'avril, au pic, on est monté jusqu'à 62%. Pourquoi ? Parce que les consommateurs français ne pouvaient pas acheter évidemment en magasin. Ça, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va rester de ça, Philippe ? Alors, nos prévisions pour le second semestre, c'est 55%. Donc en totalité. Donc ça veut dire que l'ensemble de ceux qui ont commencé contraints et forcés à commander sur une plateforme, en fait, ils ont été satisfaits. Exactement. Et ils vont pas abandonner le voilà. truc. Et on s'attend à ce qu'on appelle une peak season qui va être terrible en fin d'année. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'habituellement en fin d'année, on a toujours une croissance évidemment des achats sur Internet, de l'ordre de 30 à 35% par rapport à ce qui se passe pendant l'année. On a des nouveaux consommateurs qui sont arrivés, qui se sont dit bah, finalement c'est sympa quand même d'acheter sur le net. Donc, ça va être un délire, mais t'as raison. Et surtout, en fait, beaucoup de consommateurs ne vont plus vouloir aller dans les magasins. Mais bien sûr. Donc Cyber Monday, Black Friday, Single Day, qui était avant à la fois dans les magasins et sur Internet, maintenant va être beaucoup plus sur Internet. Bon, résultat des courses, on s'attend à une peak season comme on n'a jamais vécu. Heureusement que... Alors boum, juste au moment où je voulais qu'on voit les images, c'est la boucle, donc on va la revoir tout à l'heure. Donc heureusement que, voilà, le plus gros investissement jamais réalisé en France. Donc c'est 170 millions d'euros, c'est noté, hein, pour accélérer les colis. Une chaîne de tri... Alors j'ai noté... qui va pouvoir traiter, enfin qui peut déjà, c'est ça ? Elle tourne là maintenant ou elle est... Non, alors ce qui se passe, c'est que donc effectivement... 15 fois plus de colis, c'est ça ? Voilà, alors elle va aller en fait en mesure de traiter 38 000 colis à l'heure, par rapport à peu près 2500 à l'heure actuelle, parce que c'est une machine qui est un petit peu ancienne, mais ce qui est surtout impressionnant, comme vous le voyez ici, c'est que le terrain fait 9 hectares. Donc oui, c'est ça. Ça, c'est effectivement de la 3D. Ça, c'est ce que vous allez construire. Le bâtiment est déjà construit. Le bâtiment est déjà construit. Donc là où on en est, on a en fait donc... bâtiment fera 20 000 m² au sol avec une mezzanine, donc ça fera en tout 35 000 m² d'exploitation par rapport à nos modestes besoins. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir un site beaucoup plus performant pour traiter la totalité des colis qui arrivent sur le territoire français. Bon, mon sujet, à la limite, c'est pas... Et je pense que votre sujet, Philippe, c'est pas les 200 avions qui font des rotations, tout se passe bien, etc. et tout. C'est quand on sort des avions. C'est-à-dire, là, alors la problématique, on va dire, du dernier kilomètre, oui. La problématique de la livraison en ville. Face à cette explosion, et je vous entends, c'est-à-dire qu'on n'a encore rien vu, à un moment, enfin, c'est quoi l'univers de vos réflexions pour essayer de gérer tout ça ? Effectivement, on travaille énormément sur non seulement le first mile et le last mile, donc et surtout la livraison du dernier kilomètre. Et donc à ce titre-là, nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Donc exemple, au nord de Paris, nous avons ouvert un centre qui s'appelle District Green, où 100% des véhicules sont électriques et nous livrons le 9, le 10, le 18 et le 19e en véhicules 100% électriques. Oui, mais non, là, vous me répondez environnement. Moi d'abord, je réponds place physique, quoi. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un expressiste, un de vos concurrents, qui me dit qu'il y a tout simplement à un moment un problème de camionnette, par exemple. Alors, il y a un problème physique. Oui, vous avez raison. Pour transporter ces colis aujourd'hui. Nous avons plus d'une centaine de véhicules verts, mais effectivement, les capacités étaient relativement limitées en termes de taille, c'était des 6 mètres cubes, alors que maintenant on cherche plutôt des 12 mètres cubes, et l'autonomie était très très faible. Mais maintenant, en fait, on a de plus en plus de véhicules qui permettent de le faire. On fait des livraisons en vélo et triporteur. On a été la première entreprise... Oui, mais c'est anecdotique, ça. Non. Et les 38 000 colis à l'heure, ils vont se balader à vélo ? Non, ils ne vont pas se balader à vélo, Philippe. Non, mais on livre énormément de villes, en fait, maintenant, en verre. Donc ça... Ouais, mais alors, voilà le truc qui me... Je comprends cet engagement, c'est très très important. Et puis de toute façon, vous avez une telle pression politique sur les épaules que vous êtes obligé. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, finalement, pour vous. Le sujet, c'est d'abord de livrer. Oui. De livrer en verre, oui, effectivement, si on peut. Mais le sujet, c'est d'abord de livrer. Oui. Et ça se fait pas à vélo. Alors, ça se fait en partie en vélo, ça se fait en véhicules normaux, thermiques, mais aussi en fait en véhicules verts. Et on pousse énormément dans ce domaine. Ce que l'on fait aussi, on a signé un partenariat avec des start-up. Donc ça, c'est intéressant, qui font des livraisons à pied.
et également en vélo. Donc 3 startups en France qui livrent. Et donc on va avoir quoi? On va avoir un espèce de dépôt prépositionné près d'une station de métro. Exactement. En fait, les gars vont chercher... Voilà, ça s'appelle des relais urbains, donc justement pour réduire le nombre de transports. Donc on livre donc, dans ces sites 40, 50, 100 colis. Et ensuite, donc, des auto-entrepreneurs viennent chercher ces colis et viennent les livrer en vélo ou à pied. Ou à pied. Voire en transport en commun. Voire en transport en commun. Et donc vous allez avoir un nouveau modèle, je ne juge pas ça, hein, ça m'intéresse, du gars qui sort du bureau et qui, sur son trajet, va aller se faire 2, 3, 4 euros de plus en allant transporter un colis pour DHL. Absolument. Et il faut la technologie qui permet d'harmoniser ça, son trajet, là où il doit aller livrer le colis, avec vos propres besoins à vous. Exactement. À ceci se rajoutent aussi des consignes. Ça peut marcher, ça peut marcher pour 38 000 colis à l'heure. Ah oui, ça marche. C'est un développement qui est très très fort, puisqu'en fait, par rapport à l'année dernière, on a multiplié par 3 les colis que nous livrons selon ce canal. Mais multiplié par 3, ça fait combien le chiffre? Donc, à peu près, en fait, on est sur une base de à peu près 3 000 par jour. Donc bon. Mais on commence. Mais mais si c'est multiplié par 3 tous les 6 mois, on va y le arriver, taux de satisfaction des consommateurs est très élevé, puisqu'en fait, on est capable de suivre exactement le coursier, comme on fait avec Uber, et donc ça c'est top. Et puis on ne se retrouve pas avec le coursier qui est lui-même, et on le comprend, le gars, il est toujours en retard, toujours à la bourre, entre 25 colis à livrer. Non, mais c'est très intéressant. Alors, discussion il y a 6 mois avec Amazon. L'idée, dites-moi si... L'idée des métros qui tourneraient la nuit pour livrer des colis, les prépositionner dans les stations, dans les Amazon Locker, où j'imagine que vous avez une technologie comparable. Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez aujourd'hui? Pas encore. Sur la partie métro, non, pas encore. Non. Les consignes, ça marche très très bien. On a commencé aussi à regarder en fait les livraisons fluviales sur la Seine. Mais pour le moment, en fait... Ah oui non, mais c'est ça. Parce qu'en fait, on a un site qui est à Gennevilliers, donc, qui est très très bien positionné. Donc, on a commencé à regarder si on pouvait avoir des livraisons par bateau. C'est quelqu'un en Angleterre. En Angleterre, à Londres, pas plus tard que la semaine dernière. Sur la Tamise. Les premières livraisons ont été faites par la Tamise. À Venise, bon, on a plein de bateaux DHL, bien évidemment. Ça fait 5 siècles qu'ils font de la livraison par bateau à Venise. Donc non, mais à Londres, c'est le cas. Donc, et voilà, donc on regarde aussi... pour éventuellement utiliser la Seine. Mais on est d'accord, il y a quand même, et je comprends, il peut y avoir parfois une volonté publicitaire, je vais le dire comme ça, d'expressistes qui font un boulot compliqué et qui cachent les véritables enjeux. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui disent, voilà, moi je vais plutôt travailler avec DHL qu'avec certains de nos concurrents parce que vous êtes en mesure de faire des livraisons vertes. Et non, vous pouvez me donner un pourcentage de livraison verte? Non, de clients qui disent ça. Ça monte énormément. Ça monte énormément. Bien sûr. Mais, et donc ça veut dire, vous êtes en mesure d'imposer une différence de prix, par exemple? Alors non, parce qu'on la prend à notre charge, bien évidemment. Mais on a un programme qui s'appelle Go Green, qui permet en fait à certains clients de payer un petit peu plus, justement pour pouvoir compenser une partie. Voilà. Donc ça, voilà, on le fait. Mais on a, alors pour vous donner un chiffre, peut-être 5-10% de nos clients, mais les grands groupes internationaux, on travaille avec plus de 30 sociétés du CAC 40, nous demandent en fait énormément, on travaille beaucoup avec le luxe, voilà, nous en fait on veut que vous puissiez livrer vert. Et demain, ils choisiront DHL plutôt que nos petits copains, parce qu'on sera en mesure de livrer vert. Et c'est pour ça qu'on pousse. C'est très important parce que ça rentre dans leur bilan RSE. Je le dis juste d'un mot, mais si vous suivez ça, c'est le fameux Scope 1, Scope 2. Et dans le Scope 2, il faut multiplier effectivement l'ensemble des possibilités de décarbonation, de tout ce qui entoure en fait le processus de production. Et on donne du reporting à ses clients, en fait. Quand vous dites, c'est ça, 70%, parce que zéro émission 2050, franchement, ça, comme engagement, je peux prendre le même. Vous voyez, je peux dire que Bismart sera à zéro émission en 2050. Mais ceci dit, on est en avance sur notre programme. Mais par contre... Ça n'engage pas à grand-chose. Par contre, 70% des enlèvements et livraisons en transport vert d'ici 2025, c'est un engagement pour la France. Oui, c'est un engagement pour la France que j'ai pris personnellement, donc pour le premier et le dernier kilomètre. Et c'est pour ça que nous intensifions énormément les achats de véhicules verts, les livraisons en vélo, en triporteur, les solutions collaboratives, etc., etc. Et ça, je suis plutôt confiant parce que ça marche très très bien. L'investissement en France, donc important, ça reste... Notre grande chance, c'est qu'on a un gros bassin de consommation au cœur de l'Europe, c'est-à-dire qu'on peut avoir
derrière des tas de difficultés que vous devez rencontrer pour monter une plateforme comme ça. Oui, Ah ouais. ça n'a pas été simple. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas été simple pour convaincre le groupe, effectivement, de mettre un petit billet de 170 millions d'euros en France. Mais nous sommes tellement... En France, Philippe, mais vous n'y pensez pas. Depuis 1976, effectivement, plus gros investissement jamais réalisé. Et donc nous serons prêts en octobre 2021, mais parce que la France est super bien placée, évidemment en Europe, et la France, malheureusement, devient de plus en plus un pays importateur qu'exportateur. On a vu un changement depuis une dizaine d'années, parce qu'effectivement, nous n'avons pas suffisamment de boîtes qui sont fortement exportatrices, surtout sur la partie e-commerce. On a des acteurs locaux, mais nous, notre métier, c'est surtout l'international. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire la dégradation du commerce extérieur sur la consommation, vous la vivez en direct. Ah oui, là, total. Bon, c'était passionnant tout ça. Merci Philippe. Philippe Prélat, donc... Prétat. Pardon Philippe, Oui. Philippe Prétat. Ouais. Le PDG, le président, je fais plein d'erreurs. Le président de DHL Express France était avec nous pour parler de l'ensemble de ces enjeux. Non, je réfléchissais... Il y a des espèces de parts de marché qui sont quand même assez stables. Il y a 4 gros expressistes, voilà. Ou c'est vraiment, donc, c'est une part de marché assez stable entre vous, ou c'est vraiment une bataille du quotidien pour s'arracher. 3 gros expressistes dans le monde, hein. Ouais. DHL, FedEx, TNT et UPS, mais nous sommes leader mondial, 38%, et on a plus de 13 points d'avance par rapport à nos petits copains. Et donc en Asie, par exemple, c'est 49%, on a plus de 25 points d'avance parce qu'on est présent en Asie depuis les années 70. Mais le 4e Colissimo, ils sont pas ridicules quand Non, mais même. là, c'est du domestique. Ça, c'est du domestique. Moi, je suis sur le... Oui, mais ils ont une filiale aussi internationale. Oui, mais leur force, c'est surtout le domestique. Leur force, c'est surtout le domestique. Et, ah oui, encore une question. Cette livraison gratuite et systématiquement gratuite, est-ce qu'à un moment... En plus, vous étiez le CFO à un moment, donc directeur financier. Vous connaissez la masse des investissements qui sont nécessaires. 170 millions d'euros, il faut amortir tout ça. C'est pas gratuit. Non. Alors, on travaille énormément, évidemment, sur l'e-commerce, sur l'importation, mais aussi pour l'exportation, puisqu'on est nous livrons pour des e-commerçants français à l'international, mais nous sommes excessivement sélectifs dans le choix de nos clients, parce qu'on ne veut pas faire justement raser gratis, si vous me permettez, permettez l'expression. Donc, historiquement, DHL a toujours été plutôt premium, donc nous faisons très très attention au choix de nos clients en e-commerce pour ne pas dégrader justement la rentabilité. Merci Philippe, donc président de DHL Express France. On continue Bismart dans un instant, les amis. Allez, on est reparti. Alors, Nicolas Moulin, fondateur de La Vie du Vin. Exactement. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et alors, pour le coup, c'est vraiment par hasard. On a démarré sur la marketplace, on était ensuite dans les avions et sur les systèmes de livraison de DHL, et nous voilà maintenant, alors pour le coup, dans la caisse de vin, c'est ça? Exactement. Donne-moi d'ailleurs un de ces boîtiers. Un petit veilleur. Alors c'est un veilleur, ça s'appelle un veilleur. Ça veille sur les caisses et ça veille sur le vin, donc on a appelé ça un veilleur. Donc c'est un petit boîtier, je le décris parce que on est écouté en podcast et puis on a un partenariat. Tiens, ça me permet de le dire d'ailleurs. 19h30, vous êtes dans la voiture, vous savez pas trop quoi écouter, vous vous branchez sur Sud Radio. Ils sont absolument partout et il y a une partie de cette émission qui est diffusée tous les soirs sur Sud Radio. Donc c'est un petit boîtier de quoi, 10 cm sur 5 cm même pas, à peu près, voilà. Il fait 6 sur 2,5. Ouais. En tout cas, ce qui est important, c'est que ça passe dans toutes les caisses de vin, des caisses de champagne, que ce soit du carton ou de la caisse de bois. Ça se colle dans la caisse de vin. Voilà, on l'installe dans la caisse par différents biais, en fonction d'ailleurs du type de caisse qu'a le propriétaire. Et puis derrière, on est capable du coup de suivre tout ce qui est température, hygrométrie, la luminosité et tout ce qui est vibration et choc également. Et ce qui est intéressant, c'est que comme c'est du vrai IoT, c'est complètement automatique. Du vrai IoT, objet connecté. Objet connecté. Objet connecté. Et du coup, il est complètement autonome, donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'être activé par qui que ce soit. On le pose dans la caisse et derrière ça part, on n'a plus rien à faire. On en parlait, tu sais, j'ai vu une photo, mais la photo la plus déchirante qu'on puisse voir. Alors je sais pas si t'es Bourgogne ou Bordeaux. Les deux. Je ne choisis pas. Je choisis pas. Jura, voilà, le Grand Est, le Languedoc, absolument. L'international, le Nouveau Monde. Une caisse de Romanée Conti gelée. Ouais. Mais c'est un truc de dingue. Ouais. En plus, le verre avait explosé, évidemment. Donc, t'avais comme ça, t'avais des restes avec un glaçon de Romanée Conti. Et donc,
Ça, en fait, ton veilleur là a alerté. Enfin, on a pu essayer de faire quelque chose pour. Il aurait pu effectivement alerter. Sauf que si ça s'est fait dans la soute de l'avion, bon, on est foutu. Voilà. Mais oui et non, parce qu'en fait, s'il n'a pas de réseau, il enregistre en local les données. Et quand il retrouve du réseau, il nous les renvoie. Donc on n'a pas les données en temps réel. Ouais. C'est pas ce qu'on promeut nos clients et c'est pas ce dont ils ont besoin. En revanche, on est capable de retracer l'intégralité du parcours, même bien évidemment, parce que la soute de l'avion, c'est un exemple, mais surtout c'est les caves. C'est qu'en fait, quand les caisses vont passer 2-3 ans en cave. Ouais, mais là, elle va pas geler la Romanée Conti. Je reste sur ma Romanée Conti gelée. C'est-à-dire que grâce à ton veilleur, le propriétaire ou celui qui attendait les caisses, il va pouvoir avoir, il connaîtra le responsable. Il sait où. Exactement. Il y a eu Et c'est pour ça la catastrophe. Que alors les producteurs sont intéressés, mais aussi des assureurs sont intéressés parce que justement, ils peuvent dire, nous, quand on vend des polices d'assurance au château, si on sait effectivement se retourner contre la personne qui est vraiment responsable du dommage, on est capable de faire des offres un petit peu différentes et innovantes. D'autant que, et évidemment tu le sais, on est dans un univers d'investissement et un univers financier qui aujourd'hui est à la recherche de tout ce qui peut redonner un tout petit peu de rendement dans notre univers de taux négatifs. Et que, il y a un petit moment maintenant, j'ai découvert le port franc de Genève par exemple, le vin devient un investissement. Complètement. Et c'est un marché très spécifique parce que quand on parle effectivement notamment des vins haut de gamme, c'est un ensemble fini, la production. On ne dit pas, tiens, le Pétrus est très bon, faites-moi 10 000 de plus. Non, ça n'existe pas. Il faut... Ah oui. Donc c'est très important justement de savoir prendre soin en fait de ces produits-là. Et en fonction de ce qui se passe sur le marché, du coup, les prix peuvent évoluer de manière absolument incroyable. Il faut que ce soit quand même... Alors, ça a un coût, ça, évidemment. Ça a un coût. Donc ça veut dire que c'est réservé aux grands crus. Il faut que la valeur des vins qu'on protège, qu'on surveille, soit... Alors, les principaux grands crus vont bien évidemment être intéressés, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cas d'usage. Enfin, nous, ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'on discute avec les gens du marché, et il y a plein de cas d'usage différents. Donc il y a des gens, par exemple, et nous, c'est ce qu'on a cherché dans nos premiers clients, on voulait avoir un panel un petit peu représentatif des types de clients qu'on va avoir. Donc des gens haut de gamme, des gens du grand cru bordelais par exemple, mais aussi des gens qui sont un peu plus moyenne gamme, voilà. Et eux, ils se disent, mais moi, je vends des bouteilles entre 5 et 15 euros la bouteille. Ça part au Japon, mais mon importateur japonais, juste j'en mets une pour l'ensemble de la palette, il va être ravi de savoir que j'ai la traçabilité qualité et que ce que je lui livre, c'est véritablement ce qu'il doit avoir dans la bouteille. Ah, ça peut être un avantage concurrentiel, en fait. Ah, complètement, ouais. Pour l'exploitant. Surtout que le gars qui reçoit au Japon, enfin, l'exploitant du Languedoc, par exemple, il est en concurrence avec les vins du monde entier aujourd'hui. Il faut être très clair. De la Nouvelle-Zélande au Chili, absolument avec les vins du... Ouais. Et ça, ce petit boîtier-là peut être un avantage concurrentiel. Oui, parce qu'en plus, ce qui est très important, c'est que les gens qui font du vin cherchent un profil gustatif particulier. Et donc, si les conditions de vieillissement sont pas bonnes, du coup, le profil gustatif est altéré. Et donc, ce que l'importateur a goûté au début en disant, du coup, moi, je t'en commande 250 000 bouteilles parce que je trouve ce vin-là excellent, il n'aura pas ça, en fait, in fine. Et donc, il n'aura pas le produit parce que le vin continue, en fait, à évoluer. Donc, si on ne prend pas soin du début jusqu'à la fin, tous ces éléments-là peuvent complètement dériver. Et, bien évidemment, celui qu'on va blâmer, c'est le producteur. Parce que quand on a une bouteille de vin et qu'elle n'est pas bonne, on ne dit pas « Ah, mais c'est le transporteur qui m'a fait son travail » ou l'importateur. Ou on dit « non, l'étiquette, c'est monsieur Untel qui a mal fait son travail ». C'est beaucoup de technologie où les barrières à l'entrée sont réduites. En fait, il y a un peu de technologie quand même, il y a un peu de savoir-faire électronique notamment au démarrage. C'est pour ça qu'en fait, mon associé sur la partie électronique, c'est l'ancien directeur technique de Coyote, qui nous a beaucoup aidé justement à faire des choses qui, en termes de consommation notamment, font des choses performantes. Après, en fait, nous, on a souhaité, comme c'est un marché spécifique, on a souhaité maîtriser en fait toute la chaîne. Donc, on fait effectivement toute la partie mécanique, toute la partie électronique, et puis bien évidemment toute la partie data, parce que l'électronique, c'est une chose, mais bien évidemment, la richesse du sujet, elle va être dans la data. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors on va faire un envoi, 10 envois, sauf que quand on va en faire 1000, 5000, on pourra dire, par exemple, en fait, en moyenne, quand vous envoyez une caisse à Dubaï, en moyenne, elle est ouverte dans les 6, 12, 18, 24 mois. Enfin, aujourd'hui, personne ne le sait, concrètement. Et donc, quelle importance ça a, de savoir la date d'ouverture de la caisse envoyée à Dubaï ? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on connaît du coup les stocks marchés.
Donc pour réachalander, pour savoir où sont les stocks marchés dans le monde, et est-ce que du coup on peut réachalander, ou est-ce qu'à l'inverse, je n'ai pas forcément besoin de vendre en ce moment, donc je vais gérer un peu la rareté sur certains marchés et ensuite pouvoir revendre à plus haut prix. Enfin, c'est toutes ces mécaniques-là. Aujourd'hui, c'est une grosse problématique pour les gens du vin, notamment les producteurs. Ouais, mais il faut que celui qui... Alors, est-ce qu'il faut le consentement de celui qui ouvre la caisse pour que vous ayez l'information que la caisse est ouverte? Alors non, pas forcément. Pas forcément. En fait, il y a un petit... Parce que ça lui appartient quand même quand il ouvre la caisse. Ça lui appartient. Et en fait, le système, c'est qu'il y a un QR code qui effectivement explique à la personne qui ouvre la caisse qu'en fait, c'est le producteur qui Bonjour, souhaitait... on est en train de vous piquer tout un tas de données. Non, Merci de nous laisser faire. Non, heureusement, on n'a pas de problématique, en fait, notamment de RGPD, parce que tout ce qu'on récupère, en fait, c'est pas problématique. Oui, c'est totalement anonymisé Ouais. en plus, évidemment. Et puis en plus, on fait passer ça effectivement sous un aspect vraiment qualitatif. Ouais. C'est-à-dire le producteur a souhaité veiller sur votre vin pour être sûr que vous ayez vraiment la meilleure des qualités dans votre verre. Voilà, maîtriser la qualité de bout en bout. Et il y a parfois eu des mauvaises surprises. Enfin, le gars ouvre la caisse. Alors, je sais pas, en plus, quelqu'un d'un peu... voilà, qui se paye des très très grands crus, qui ouvre la caisse. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouchard? Alors, pour l'instant, c'est un truc d'espionnage. pour l'instant, on n'a pas justement de cas suffisamment poussés pour avoir ce genre de retour. Mais probablement que oui, on va avoir ce genre de questions à un moment donné sur mais pourquoi, comment, voilà. Et donc justement, ça c'est fait pour rassurer les gens. D'autant plus qu'une idée potentielle, ce serait de dire aux gens, une fois que vous l'avez chez vous, vous pouvez aussi l'utiliser pour votre cave. C'est-à-dire que alors, mais d'ailleurs, parce qu'il faut, là, le temps tourne très vite, il faut qu'on parle de, parce que c'est pour ça aussi que tu es là, il faut qu'on parle des objets connectés, de l'IoT. Ouais. Tu l'as dit très très vite, mais l'enjeu le plus important presque pour les objets connectés, c'est la consommation d'énergie. Oui. C'est-à-dire qu'il faut pas changer les piles, quoi. Voilà, hein, pour le dire très concrètement. En plus, typiquement, une caisse de vin, on ne sait pas où elle part, elle va être vendue, donc il faut effectivement durer le plus longtemps possible. Exactement. Donc c'est là-dessus qu'on a déposé un brevet qui permet effectivement, au niveau de la consommation, en fait, d'économiser un maximum de choses, et aussi par rapport à la typicité en fait de l'objet qui est une bouteille de vin, c'est-à-dire il passe beaucoup de temps en cave, et c'est au moment du transport ou au moment où ça bouge, où là véritablement où les infos vont sortir. Voilà, il faut arriver à capter des données rapidement pour avoir un maximum d'informations. Et sur un réseau qui prend le moins d'énergie possible, et c'est pour ça que tu travailles avec Sigfox. On travaille avec Sigfox aujourd'hui. Le réseau de Ludovic Lemohan à Exactement. Toulouse, et qui lui, alors, on est en pleine polémique 5G, lui c'est la 0G, Ludovic, c'est-à-dire c'est vraiment des bits d'informations. Ouais, on fait passer, mais nous on n'a pas besoin de plus, on voilà. fait passer très peu de choses, mais on n'a pas besoin de plus, nous. Mais c'est très peu consommateur d'énergie. Extrêmement peu consommateur d'énergie. Voilà. Donc nous, on est capable de durer plusieurs années, en fait, facilement avec ça. Et puis on a encore plein de choses à implémenter pour améliorer encore la consommation et l'autonomie. Non, mais c'est intéressant parce que justement, dans le cadre de la 5G, j'entends partout la 5G, les objets connectés. Les amis, pour monter sur la 5G, pour être transporté sur la 5G, alors là, pour le coup, il faut des piles. Hein, on est d'accord. Ouais, voilà. vraiment, Bon, un mot, parce que, alors... la vie du vin, j'imagine que c'est pas seulement ces petits boîtiers. Non, enfin, en fait, là, surtout, ce qui est important pour nous, c'est la partie plateforme, c'est la partie data et de travail. Nous, en fait, la vision de l'entreprise, c'est bien évidemment d'arriver à modéliser le marché du vin, ce qui se passe sur le marché du vin, grâce à la donnée en fait qu'on va récupérer. Comme je le disais, il y a forcément des modèles, des trends qui vont apparaître dans tout ce qu'on va relever, qui vont pouvoir effectivement nous aider, aider nos clients à vendre mieux, à distribuer mieux. Et on est sur un monde de producteurs qui a conscience que il faut absolument plonger, là aussi, quelles que soient les traditions, dans les nouvelles technologies pour progresser et pour continuer à garder ses parts de marché dans le monde. Alors deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas que les producteurs, c'est qu'un importateur, un négociant va aussi être intéressé. Tout à fait. Mais les gens dans le vin commencent véritablement à sentir que oui, ils voient tous qu'en fait il y a des parts de marché qui partent un petit peu à droite et à gauche, et qu'il y a des nouveaux modes de distribution, de consommation. Donc c'est pas leur cœur de métier, la digitalisation, mais il y a notamment des nouvelles générations en fait de directeurs techniques qui sont complètement conscients de ça, et on va les accompagner là-dedans. C'est pas leur cœur de métier, la digitalisation, c'est le cœur de métier de personne. Mais on a démarré cette émission avec Miracle, exactement. Et le message c'était les gars, allez-y à fond, il n'y a plus de temps à perdre, sinon c'est la fin. Voilà. Vous ne passerez pas. Alors, il faut se poser les bonnes questions par rapport à son propre cœur de métier, mais il y a forcément des choses à faire avec la digitalisation. Nicolas Moulin, le fondateur de La Vie du Vin. Notre dernière partie sur Bismart, tout de suite, les combats.
On termine les amis, on termine avec, alors ça s'appelle Bertrand Biette. Bonjour Bertrand. Bonjour Stéphane. Avocat associé Fidal. Alors cette partie-là s'appelle combat d'entrepreneur. On va dire combat d'avocat. Hein, ça peut être ça finalement aujourd'hui. J'ai appelé ça sauver les entreprises. Voilà. Je ne sais pas si j'ai mis un point d'exclamation. Non, j'ai pas mis de point d'exclamation, j'ai raison. C'est une situation, donc expert, et on va en parler en restructuration d'entreprise et en conseil de dirigeants, j'imagine. C'est une situation très étrange qu'on est en train de vivre là, non encore Bertrand, d'une économie encore un peu sous cloche. Tout le monde nous dit qu'une vague va déferler. On l'attend. Vous êtes dans quelle disposition d'esprit, vous, en ce moment, quand vous regardez la situation des entreprises, celles que vous conseillez, mais les autres? On est d'abord à l'écoute des chefs d'entreprise parce qu'ils sont tous dans l'attente. C'est ça. Il y a une forme d'anesthésie qui est liée au bénéfice des mesures qui ont été prises, Absolument. dont c'était l'objectif. Donc on peut dire que l'objectif a été atteint. Et tout le sujet, c'est de savoir comment ils vont utiliser ce temps de calme, entre guillemets, pour se préparer au mur qui, inévitablement, va se présenter. Inévitablement. Inévitablement. Mais en même temps, il faut faire le lien avec vos invités précédents. On pourra revenir, j'espère, à la fin sur le sujet, puisqu'il y a quand même des tas de voies pour le contourner, ce mur, ou pour le dépasser. Mais allons-y, parce qu'on pourra revenir, mais on y est, restons sur le chemin. C'est juste... Pourquoi revenir? Non, restons. C'est parce que vos invités précédents ont montré que même dans des marchés déjà très matures, Oui, absolument. l'innovation, l'inventivité, la mobilité intellectuelle, mais la mobilité sociale, la capacité à faire venir des nouveaux talents, à mélanger ces talents au sein d'une entreprise, comme pour Miracle, apporter de nouvelles solutions. Bertrand, c'est pas l'innovation qui va sauver ma trésorerie dans 6 mois. Ah, ça peut modifier mon business model sur 10 ans, me donner de la solidité. Alors là, si c'est le mantra de Bismart. Mais c'est pas ça qui va sauver ma trésorerie dans 6 mois. C'est pas ça qui va faire que je vais pas devoir me séparer de 10, 15, 20, 25% de ceux qui travaillent avec moi. Absolument, ce n'est pas ça qui va l'éviter. En revanche, c'est ça qui va transformer l'effort que vous allez devoir faire avec vos collaborateurs pour pouvoir construire un avenir, malgré tout, à votre entreprise, sans doute en la déplaçant et en la bougeant. La restructuration n'est pas un aboutissement. Ce n'est qu'une phase dans la vie de l'entreprise. La restructuration, c'est forcément pour aller autre part. Parce que ce qu'on va entendre aussi, ce qu'on entend, c'est... Non mais attendez, le système n'y est pour rien. Donc mon entreprise n'y est pour rien. C'est une fermeture administrative de l'économie qui me met dans la situation dans laquelle je suis. Donc en fait, je vais recommencer le business tel que je le menais il y a 6 mois. Probablement qu'il y a certaines activités qui pourront redémarrer. Ça, c'est se leurrer. Oui, mais vous pensez profondément que c'est se leurrer que d'être dans cette... Ça ne sera qu'une partie de l'activité. Une partie de l'activité économique qui va être concernée par ça. Je vous donne un exemple... que nous partageons tous. Les bars, les restaurants, ils vont pas radicalement se transformer ou utiliser des outils technologiques pour pouvoir modifier l'offre. Alors, mais ils se sont déjà adaptés. Regardez l'exemple passionnant des salles de sport. Donc là, pour l'instant, c'est normal. Les gars, ils sont en train d'hurler, de dire on nous ferme, etc. Est-ce que tu crois vraiment que dans 6 mois, surtout qu'ils sont sur des business models à fort turnover et ils ont besoin de beaucoup de clientèle et de clientèle qui s'abonne et qui ne vient pas, voilà, on peut se le dire entre nous, est-ce que tu auras toujours cette masse aujourd'hui de désir de rentrer dans une salle de sport, même après le Covid? Ça fait partie de sacrées questions, je trouve. Oui, c'est une question. C'est une question, et pourtant, ils ont déjà trouvé des solutions en offrant des services à distance. Tout à fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est rentable? Moi, j'ai pas la réponse de ça. Mais il y aura forcément des entrepreneurs qui vont trouver un modèle qui fonctionnera en offrant ce service-là, qui répondra aux besoins des clients. Ouais. C'est ça ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Et donc, comme quelqu'un va le trouver, il vaut mieux que ce soit vous. Donc, trouvez-le le premier. Exactement. C'est comme la fameuse phrase « If you panic, panic first ». If you innovate, innovate first. Voilà, exactement. Alors, en même temps,
il faut, puisque c'est le thème de votre sujet, il ne faut pas se voiler la face. Il y a cette phase de réorganisation, de restructuration aussi qu'il faut mener. Et c'est là où, pour ma part, moi j'ai un point d'inquiétude, c'est que ce moment d'anesthésie, sauf quelques cas particuliers, mais de manière générale, ne semble pas favoriser, pousser les chefs d'entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, à commencer à réfléchir. Mais effectivement, dans 6 mois, comment exactement les choses vont se faire ? J'ai pu emprunter de l'argent avec le prêt garanti par l'État. J'ai sauvé ma trésorerie pendant un certain temps. J'ai réduit mes charges avec le chômage partiel. Quand mon activité va redémarrer, impossible de dire exactement sous quelle forme son activité va redémarrer, comment son marché va fonctionner, comment les clients vont réagir à ce qu'il va proposer. Ça, c'est impossible de le savoir. On peut imaginer, faire plusieurs scénarios, mais la clé, c'est quand même de préparer. Même si on ne le sait pas, il faut quand même prendre des hypothèses. C'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est qu'on doit justement, sur la base de ces hypothèses, commencer à réorganiser les choses pour pouvoir être le plus près possible et à n'avoir plus qu'un ajustement, on va dire, à la marge, à la fin. Mais réorganiser, tu vas pas commencer maintenant des négociations avec les partenaires sociaux pour un PSE que tu pourras peut-être éviter. Réorganiser les choses, ça veut dire quoi, réorganiser les choses ? Si on parle par exemple de la force de travail et de l'ensemble des collaborateurs, c'est très très compliqué d'anticiper. Comment on fait pour anticiper ? C'est très compliqué d'anticiper. On travaille toujours sur des hypothèses, évidemment, enfin, dans ce cas-là précis, mais on a aussi quand même des résultats. C'est-à-dire qu'on sait aussi aujourd'hui quel est le résultat de cette phase d'inactivité qu'on vient de traverser. Est-ce que le financement qu'on a obtenu permet d'y faire face? Est-ce qu'il va être suffisant ou est-ce qu'il va être insuffisant? À quel moment faudra-t-il le rembourser? Puisque ça va être aussi l'une des questions. Hein. L'ensemble de ces prêts, il faudra bien les rembourser. C'est aujourd'hui, en tout cas, le principe qui est retenu. Les banquiers, ils sont très attachés. Oui, on peut. Enfin, c'est dans la logique des choses. Y compris pour des raisons réglementaires très importantes qu'on a déjà détaillées sur Bismart. Et l'État également, hein, puisque l'État s'est porté garant, mais sa garantie n'est pas non plus totalement illimitée. Donc, dans ce schéma-là, sous ces contraintes-là, on peut commencer à réfléchir, justement en l'associant à un projet, peut-être d'évolution de son fonctionnement, de son modèle économique, de son modèle de marché, de son service, de son produit, comment les choses vont évoluer. Et dans cette logique-là, ce que nous préconisons, nous, c'est de commencer à y réfléchir et commencer à en discuter avec les partenaires sociaux. Alors voilà, c'est ça. En toute transparence. Curieusement, ça va peut-être vous choquer, mais ça ne fait que 30 ans que je fais ce métier et je peux quand même dire qu'il n'est pas dans la culture des chefs d'entreprise français de jouer ce dialogue social. Là, je parle de manière très caricaturale. Vous avez des tas d'exemples contraires, bien entendu. Hein. Encore une fois, quelle que soit la taille de l'entreprise, on se rend compte que, et ça c'est notre expérience qui permet de l'affirmer, qu'en préparant, en discutant avec les salariés ou avec leurs représentants, on peut, même en phase de restructuration, on peut construire des solutions d'avenir. Bien entendu qu'il y aura aussi une part d'entreprises qui ne pourront pas s'en sortir parce qu'elles étaient en difficulté avant. Leurs difficultés ne sont pas liées aux conséquences de la crise sanitaire. J'ai aussi les exemples contraires, des gens qui étaient en difficulté avant, mais dont... Ça veut dire, Bertrand, je fais des hypothèses en fonction de ce que je sais. Je fais, on va dire, 3 scénarios, pessimistes, moyens, optimistes. Et je vais voir l'ensemble, alors soit des partenaires sociaux, soit des représentants des salariés, et dans une TPE de l'ensemble de mes salariés. Et je leur mets ces 3 scénarios sous les yeux. Oui. C'est ça, en toute transparence. Ben oui. Je dis, voilà les amis, c'est ça, 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 et voilà les conséquences. Exactement. Ouais. Et cette dimension. Et on va tous ensemble essayer de faire en sorte que ce soit le scénario le plus optimiste qui l'emporte. Bien sûr, sachant qu'il y a des éléments extérieurs que personne ne maîtrise. Hein. Mais en tout cas, la préparation, elle est absolument fondamentale pour éviter ça. De la même manière que l'accompagnement, d'ailleurs, de ces entreprises, de tout le tissu économique français, pour préparer le jour où
les charges sociales, on va devoir à nouveau les payer. Les prêts, il va falloir commencer à les rembourser. On n'aura plus autant de facilité pour financer la sous-activité avec le chômage partiel. À ce moment-là, on va se prendre en plein dans la figure l'intégralité des charges. On n'aura pas peut-être l'intégralité de notre chiffre d'affaires en face. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ce différentiel? Il faut le préparer avant. 2 questions et il nous reste malheureusement un peu plus de 3 minutes pour y répondre. La première, c'est quand même, alors ça va sembler paradoxal par rapport à ce qu'on disait, mais il y a une obsession pour la défense de l'emploi. Est-ce que cette obsession pour la défense de l'emploi n'est pas parfois contre-productive? Je pense notamment à ce qui s'était passé pour General Motors en 2008, nationalisé par l'État américain. L'État américain ferme la moitié des usines et fait repartir General Motors, qui aujourd'hui est plus gros que ce qu'il était en 2008. J'ai l'impression qu'une restructuration comme ça en France est impossible. Vrai ou faux? C'est vrai. Elle est très difficile. Mais elle est très difficile, surtout pour des entreprises de taille importante qui peuvent avoir mais alors pour des une PME, image. Mais pour des PME, il faut aller au contact avec les salariés. Si on explique les choses, si on partage le projet et qu'on construit ce projet avec les salariés, alors ça se passe beaucoup mieux. Il est possible de construire quelque chose. Mais il faut parfois avoir le courage de se couper un bras. Oui, mais ça... Et j'ai l'impression que tout le système est fait, et on le comprend d'ailleurs, pour nous empêcher de nous couper un bras, et à ce moment-là, c'est la gangrène qui gagne. Je suis désolé, Stéphane, je ne partage pas cette mais je vous en prie, Je ne partage pas du tout cette vision. Bien sûr qu'il est nécessaire de réduire à un moment donné, d'adapter ses charges par rapport à son niveau d'activité. Ça, c'est basique. Mais comment est-ce qu'on le fait? À quel niveau? Et qu'est-ce qu'on construit pour l'avenir? J'ai plein d'exemples en tête d'entreprises qui sont passées par une procédure collective de redressement judiciaire, qui ont été reprises avec un niveau de salariés plus faible, sur une base avec un projet de développement. Et c'est l'exemple que vous preniez de General Motors, mais j'ai plein de PME et de TI françaises qui sont passées par là et qui ont réembauché derrière. Et ça se prépare, ça se construit. Et si vous l'expliquez, alors les salariés dans l'entreprise peuvent l'accepter. On a quand même en France un régime d'accompagnement du chômage qui permet cela. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Enfin, pas dans les mêmes, pas du tout dans les mêmes auteurs. Très intéressant. Ma deuxième question, alors c'est une phrase. Alors pour le coup, c'est l'ancien patron de la Fédération française du bâtiment qui était venu me le dire. C'est il faut absolument profiter de cette crise pour diffuser ce qu'il appelle une culture de fonds propres. C'est important ça aujourd'hui. Alors c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que... 1 minute pour répondre, Bertrand. C'est très intéressant parce que, effectivement, c'est un débat qui est très ancien. Et il faut juste se rappeler que les différentes mesures qui ont été prises par les gouvernements successifs ont plutôt visé, pour faciliter, alléger la création d'entreprises, à réduire les obligations de fonds propres. Tout à fait. Donc il y a une forme de paradoxe. Tout à fait. Et on se rend compte qu'à défaut de fonds propres, l'entreprise, une fois qu'elle est confrontée à une difficulté, elle n'a plus rien. Absolument. Voilà. Je pense que la réponse, elle est un peu plus complexe que ça, parce que entre le moment où moi j'ai commencé dans cette spécialité en 1990, donc il y a 30 ans, à l'époque, vous aviez plein d'actifs à votre bilan, et il suffisait de geler le passif et d'utiliser l'actif pour redresser l'entreprise. Aujourd'hui, la plupart des actifs, ils ne vous appartiennent plus. Ils ont été financés en leasing, ils ont été cédés en garantie, et le jour où l'entreprise se retrouve en difficulté, elle n'a plus d'actifs sur lesquels s'appuyer. Donc vous voyez que la notion et les fonds propres, si c'est une simple écriture comptable, n'apporteront rien à l'entreprise. Absolument. Donc ce n'est pas aussi simple, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas qu'un problème de fonds propres. N'empêche que, en l'occurrence, alors je vais le citer parce qu'il m'a beaucoup impressionné, Jean-François Rial, voyageur du monde, 5% de son chiffre d'affaires aujourd'hui. Il peut tenir 2 ans comme ça, parce qu'il a un bilan en béton armé. C'est quand même ça qui, à un moment, reste le socle de l'entreprise et lui permet d'affronter la vague. Oui, bien sûr. Il aura, mais il va quand même appauvrir son entreprise bien pour sûr. tenir face. Ça sera juste l'entreprise qui permettra de. Mais le système français d'accompagnement des entreprises en crise ou en difficulté, ça revient à peu près à ça, puisqu'il est possible de reprendre l'entreprise,
de lui redonner une nouvelle chance avec peut-être des nouveaux actionnaires. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas toujours des nouveaux actionnaires. Absolument, ça peut être les mêmes. Ça peut être les mêmes. Même quelquefois les mêmes dirigeants, avec de nouveaux moyens financiers. Donc, le résultat, c'est le résultat qui compte. C'est que tous ces entrepreneurs ne baissent pas les bras, s'appuient sur les technologies nouvelles, s'appuient sur l'innovation, prennent à bras-le-corps les difficultés, et préparent réorganisent maintenant pour assurer l'avenir de leur entreprise. Maintenant et en toute transparence. Bertrand Biette, avocat associé chez Fidal. Et nous, les amis, on se retrouve demain. Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.